Bienvenue sur RTV dans votre émission Apprendre à vivre, l'émission santé, l'émission bien-être et l'émission coaching. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très sensible avec mon invité. Bonjour, Selwa Kebdani. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nader. On va parler de vaginisme. C'est quelque chose qui rencontre, beaucoup de femmes en souffrent. Mais il y a autre chose, c'est que beaucoup de femmes, d'abord, ne savent pas que c'est cela, et beaucoup de femmes n'osent pas consulter par ignorance ou par tout un tas d'autres mauvaises raisons. Parce qu'il vaut mieux, évidemment, sortir de cela, mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le vaginisme, Selwa Kebdani? Alors, le vaginisme est un trouble, en fait, c'est une affection qui est classifiée. D'accord. On va retrouver deux types de vaginisme, d'accord. Vaginisme primaire et vaginisme secondaire. Alors le vaginisme primaire, c'est ce qu'on retrouve le plus, c'est en général les plus de demandes qui arrivent à mon cabinet ou chez les confrères. Ça va être une impossibilité d'accéder à une pénétration sexuelle. D'accord. Impossibilité, que ce soit une pénétration classique, que ce soit une auscultation chez le gynécologue, que ce soit l'insertion d'un tampon. Donc, toute pénétration est totalement impossible. Bien sûr, déjà, dans ce vaginisme primaire, on va retrouver plusieurs grades. Ça va jusqu'à une pénétration qui est possible, mais qui est extrêmement douloureuse, d'accord, avec un examen gynécologique qui est possible, mais très pénible, jusqu'à un stade très sévère du vaginisme où toute pénétration est impossible. Rien que l'idée d'avoir une pénétration, donc chez la patiente, va vraiment déclencher, par exemple, des manifestations végétatives, tremblements, malaise. Moi, j'ai eu des cas où il y avait vraiment des cas de malaise, des patientes qui s'évanouissent juste en pensant à la pénétration ou en entendant le mot pénétration. Donc, ça va vraiment très très loin. Ce sont des cas qui sont assez sévères. Dans le vaginisme secondaire, qu'on retrouve moins, mais qui est quand même existant, c'est l'impossibilité de pénétration, mais après une vie sexuelle qui est déjà existante. Une femme qui s'est mariée, qui a eu des enfants, et puis d'un coup, elle va développer un vaginisme. Alors que dans le vaginisme primaire, ce sont des femmes qui arrivent vierges, et c'est aussi une des causes d'un mariage qui ne va pas être consommé, des fois jusqu'à plusieurs années. Moi, j'ai eu des cas jusqu'à 15 ans, 20 ans de mariage, avec un mariage pas consommé. Donc, on va s'arrêter beaucoup sur le vaginisme primaire, puisque c'est un vaginisme qui est très répandu, est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on pense. Alors, on estime à 6% en France, mais je pense qu'il peut en avoir plus, puisque justement, comme tu l'as bien indiqué, c'est très difficile d'en parler. C'est très difficile d'en parler déjà autour de soi, dans la sphère familiale, dans la sphère amicale. C'est tabou. Et puis, c'est aussi un trouble qui va pousser la femme à s'isoler, à se sentir inférieure, à se sentir toute seule. Donc, c'est vraiment un trouble qui va déjà être pénible à vivre, qui va des fois devenir obsédant pour la patiente, et en plus de ça, qui va l'isoler et qui va vraiment des fois aller jusqu'à la dépression. Alors heureusement, c'est pas tout le temps, mais il y a des cas de dépression qui viennent après le vaginisme. Alors, on a de bonnes nouvelles, c'est que ça se soigne, on en parlera après. Mais voilà, l'idée c'est pas uniquement de vous faire peur ou de vous dire continuez à vous isoler, bien au contraire. Alors, est-ce qu'on sait, Selwa, comment se fait-il qu'on soit vaginique, même de manière primaire? Comment ça se fait? On n'a pas de réponse précise, mais pour moi, sincèrement, cliniquement parlant, de ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. D'accord. Il y a plusieurs facteurs, dont la composante culturelle. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que à l'heure actuelle, on trouve beaucoup de vaginisme dans les pays arabo-musulmans, dans les pays d'Afrique et aussi dans les pays donc à orientation hindouiste, Bangladesh, Inde, Sri Lanka, Pakistan aussi, dans les populations et musulmanes et hindouistes, là où il y a vraiment une forte culture de la virginité. D'accord. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la virginité a toujours existé? Il n'y avait pas forcément une explosion du taux de vaginisme. Alors ça, c'est une grande question. On pourra peut-être en parler un peu plus tard durant ton émission. Mais en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que on peut retrouver la composante culturelle, puisqu'on en voit beaucoup chez certaines populations plus que d'autres, alors qu'en Occident, par exemple, on va plus retrouver à l'heure actuelle des vaginismes secondaires. Les demandes de consultation, ça va être des vaginismes secondaires, alors que dans la plupart du temps, les vaginismes primaires vont arriver de ces populations-là. Intéressant. Voilà. Donc, il y a cette composante culturelle, mais aussi des facteurs de personnalité. Ce sont des femmes qui sont très anxieuses, des femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, des femmes qui sont énormément dans le contrôle, dans un grand manque de lâcher prise,
pas qu'en sexualité d'ailleurs, hein, mais vraiment dans leur vie au quotidien, beaucoup d'angoisse, beaucoup de contrôle. On va retrouver aussi des profils avec un père qui est malheureusement la plupart du temps absent, soit absent physiquement, un père qui voyage pour travailler, un père un divorce par exemple, un père qui abandonne sa famille, malheureusement ça existe aussi, et une mère trop intrusive ou trop fusionnelle. C'est vraiment, je dirais, 99% des cas, on va retrouver toujours ce même profil. Donc, une mère qui serait trop dans l'intrusion, ça peut être un facteur de trouble, justement, pour sa fille. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un des facteurs. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont une maman qui est intrusive ou fusionnelle va développer un vaginisme. C'est un des facteurs. C'est vraiment une pluralité de facteurs qui va faire qu'on va développer un vaginisme. Parmi les facteurs aussi, c'est une mauvaise image de soi, une méconnaissance de son image corporelle, hein, de son corps en fait, hein, puisque ces femmes-là, souvent, on a l'impression que la pénétration sexuelle, donc la pénétration pour elles, c'est vraiment une intrusion dans quelque chose, dans leur entraille, tout simplement. Vous voyez, et une méconnaissance du corps, une méconnaissance de l'anatomie, et une très mauvaise image de la sexualité. Donc, une très mauvaise compréhension de son corps. Donc, il y aurait comme un mécanisme de défense qui se met en place et qui dit non, top, là, on n'entre pas parce que on entre dans quelque chose que moi-même je ne maîtrise pas, et ça peut encore davantage compliquer l'idée que j'ai de moi-même, et donc ça répondrait peut-être à la faible estime de soi qui est globale en réalité. Tout à fait, tout à fait. Alors surtout dans les vaginismes sévères, on va retrouver, alors tu as indiqué mécanisme de défense, mais aussi, oui, c'est une défense et c'est aussi un mécanisme dans les vaginismes sévères qui est quasi phobique. Et on est dans l'ordre de la phobie. On parle on ne peut pas aller chez le gynécologue, juste prendre rendez-vous chez un gynécologue, c'est compliqué. S'explorer, se regarder dans un miroir, hein, parce que voilà, il faut pas avoir honte. C'est une partie du corps comme une autre. Hein, c'est une partie génitale, mais qui est aussi d'abord une partie qui a existé depuis notre naissance comme une partie intégrante de notre corps qui n'a pas été sexualisée. Donc le problème va souvent se déclarer quand la partie se sexualise, quand la femme va se marier ou avoir des relations sexuelles. La partie génitale devient sexualisée, donc devient problématique. Parce que l'homme, la sexualité, la pénétration est vraiment vécue comme un danger. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va contracter. C'est très difficile aussi à comprendre parfois par les conjoints, par les partenaires, puisque certains ont l'impression que la femme le fait exprès. Or, ce sont vraiment les muscles du plancher pelvien qui vont se contracter dans un spasme phobique. C'est-à-dire, la femme ne contrôle pas. Et la plupart du temps d'ailleurs, pour pas dire la majorité des cas par exemple de vaginisme, n'ont pas de problématique de désir, d'envie de sexualité, d'envie de pénétration, d'envie de passer un moment sexuel avec leur conjoint. Donc il n'y a pas un trouble du désir. Non, très rarement. Alors, il y a ce cas où certains hommes, donc justement partenaires, ne peuvent pas s'empêcher alors peut-être au départ de comprendre, enfin quand c'est dit déjà, quand elle le sait, quand elle le comprend, mais donc au départ, être dans un exercice de compréhension, puis à un moment donné, le dire sans le dire, mais penser que, c'est peut-être avec moi qu'elle ne veut pas. C'est peut-être avec moi que ça bloque. Et donc là, on entre dans des complications dans la relation qui est déjà compliquée, parce que l'homme se dit, c'est moi. En fait, elle ne me désire pas, elle ne me veut pas. Elle aurait voulu quelqu'un d'autre. Elle aurait voulu se marier avec quelqu'un d'autre. Tu as vu ça? Alors, tout à fait. Heureusement, c'est pas la majorité. La plupart du temps, le conjoint, il est plutôt à l'écoute, il est plutôt soutenant, il est plutôt patient. Du moment que le couple va trouver un équilibre dans une sexualité, en dehors de la pénétration, qui est satisfaisante, le mari est souvent à l'écoute, mais on trouve aussi un impact chez le conjoint. C'est-à-dire, il le vit effectivement très mal. Il le vit dans sa fierté, dans ses performances, dans sa désirabilité. Et on va avoir un impact qui est aussi sur l'état psychique du conjoint, qui est quand même notable, hein, qui est significatif. Hein. Et puis, il y a, à un moment donné, peut-être le désir d'enfant. Oui. Et là, ça complique encore plus, peut-être. Alors, ça complique. Alors, la bonne nouvelle, pourquoi je dis ça? C'est que, il y a quelques années, ce qu'on remarquait le plus lors de demandes de consultation, c'était le désir d'enfant qui primait.
en plus. Hein. Donc, le couple arrivait, ou la femme arrivait après 2, 3, 4, 5 ans de mariage et vient pour se soigner uniquement pour un désir d'enfant. D'accord. Donc, et on voyait donc les demandes de plus en plus tard. Hein. Souvent, c'était des femmes qui avaient la trentaine passée ou qui approchaient la quarantaine et qui commençaient à avoir un petit peu peur de pas pouvoir avoir des enfants. Depuis, je dirais 2 ans, on a des demandes de femmes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que le problème, il est pris tôt. Dès lors qu'elles se marient. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, une bonne nouvelle. 23, 24 ans, ça ne passe pas. Elles vont attendre 1, 2 mois. Rapidement venir consulter. Très bien. Elles vont pas laisser vraiment elles vont pas l'accepter. Exactement. Et laisser aussi cet impact sur le couple s'installer. Elles le prennent assez rapidement en charge. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Pour les jeunes femmes. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ça se soigne. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que, non mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de femmes, répétons-le, qui d'abord, tu l'as très bien dit, qui en souffrent, mais la souffrance est doublée quand je sais pas quoi faire. Je sais même pas à qui en parler. Je sais même pas qu'on peut en parler, qu'il y a des spécialistes à qui je peux en parler. Donc, alors comment on fait? Alors, il faut consulter un sexologue formé qui connaît bien la problématique. Le vaginisme se soigne très très bien. Alors, il faut savoir que, et ça je souligne pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit des personnes peut-être qui ont des amis, qui ont de la famille, qui ont vu qu'il y avait une problématique. Souvent, la patiente va parler sans vraiment parler, va essayer d'abord de chercher autour. Hein, est-ce que ça arrive à quelqu'un dans la famille? Est-ce que c'est un problème qui irritait? Il y a beaucoup de choses, ce qui est totalement légitime. Mais il faut savoir que c'est très pénible à vivre pour une patiente qui souffre du vaginisme. C'est très 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 difficile. Sans parler des cas où la relation est au bord du divorce à cause justement du vaginisme. Alors tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'invite les compagnons à être plus soutenants, plus à l'écoute, parce que malheureusement le fait qu'il y ait une tension conjugale, conjugopathie, va malheureusement enfoncer quelque part la patiente dans un état de déprime, de relâchement, de démotivation, sachant qu'il y a des stratégies d'évitement déjà dans le vaginisme. C'est un danger, donc pour elle, tout ce qui est sexualité, donc déjà c'est pas facile, et on va renforcer tout ce qui est tension, tout ce qui est mauvaise estime de soi, tout ce qui est finalement anxiété. Donc il faut du soutien quand même pendant la thérapie, pendant la prise en charge. Donc c'est très pénible, c'est très difficile, c'est des femmes qui vivent comme dans une prison mentale parce qu'elles voient qu'elles vont jamais s'en sortir puisqu'on n'en parle pas. Donc c'est très difficile. Comment on va avoir le bout du tunnel s'il y a personne qui peut nous aider? Malheureusement, en France, il y a aussi beaucoup de professionnels de la santé qui ne sont pas assez formés, qui ne connaissent pas. Donc ça aussi, malheureusement, on peut retrouver des patientes qui ont fait un parcours, en fait, avec des professionnels qui ont un peu compliqué. C'est pas la faute des professionnels, c'est la faute du manque de formation. Qui est actuel, malheureusement. Alors, ça bouge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il y a beaucoup de professionnels qui se forment et qui peuvent et qui sont capables de prendre en charge le vaginisme. La prise en charge du vaginisme, elle est quand même très simple et donne de très très bons résultats. Il y a, à l'heure actuelle, depuis que j'exerce, depuis que je prends en charge des cas de vaginisme, je n'ai pas eu d'échec. De toutes les femmes qui sont venues pour se soigner d'un vaginisme sont reparties guéries et mes collègues aussi peuvent en témoigner. Hein, donc 100% de réussite. 100% de réussite. Donc ça c'est la nouvelle la meilleure nouvelle de toutes les bonnes nouvelles. Ah oui, ça c'est la meilleure nouvelle. Il n'y a pas de vaginisme qui ne se soigne pas. D'accord. D'accord. Et du moment que la patiente s'investit, hein, c'est quand même un investissement parce que c'est pas évident, hein, c'est comme la phobie, hein, quand on soigne une phobie, au départ c'est pénible, c'est normal, hein, mais ça se soigne, il n'y a pas de fatalité. Quels sont les outils justement, quelle forme de prise en charge? Alors la prise en charge qui est validée actuellement, c'est la prise en charge cognitivo-comportementale, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la distorsion cognitive, sur tout ce qui est erroné. Ce qu'on appelle TCC. La TCC, oui. Ouais. Et on va travailler vraiment sur les distorsions cognitives, tout ce qui est mal compris, tout ce qui a été mal intégré par la patiente, son rapport à son corps, l'image par rapport à la sexualité. L'héritage culturel aussi. L'héritage culturel est très très important. Les croyances. Tout à fait. Les croyances par rapport à la sexualité, par rapport à la virginité, par rapport à la relation avec l'homme, par rapport aussi au fait de devenir une femme. Beaucoup de patientes qui souffrent du vaginisme ont toujours ce blocage de devenir une femme, qui est inconscient, hein, elles sont pas conscientes, mais devenir une femme, donc je bloque, parce que ça peut être quelque chose de dangereux. Parce qu'une fois dans leur vie, pour X raisons, ont vu que le fait d'être une femme, c'est peut-être trop de responsabilités. Vous voyez, il y a renoncer à beaucoup de choses, devenir mère. Vous voyez, il y a beaucoup de distorsions comme ça. Donc, travailler sur ça en thérapie verbale. Et puis aussi, le côté cognitif comportemental, c'est travailler avec des exercices à la maison. Donc, c'est une prise en charge qui est complète.
Et on utilise par exemple aussi l'hypnose. J'allais y venir justement. Voilà, la méditation pleine conscience. L'hypnose donne de bons résultats. Très bons résultats. D'excellents résultats sur l'hypnose pour vraiment aller chercher tout ce qui bloque et corriger toutes ces distorsions cognitives. Et puis un travail aussi qui est relationnel en cabinet ou en visio, ça dépend en fait des modes de consultation. On va vraiment parler, corriger tout ce qui empêche cette personne, tout ce qui fait que cette femme considère que l'acte sexuel, la pénétration, est un danger pour elle. On invite l'époux. Alors oui, pas systématiquement. Pas systématiquement, bien systématiquement, sûr. Oui. Alors souvent, en tout cas pour ma part, je l'invite à prendre. Je suis d'une fois, des fois, on va pas forcément l'inviter pour toutes les consultations, mais à prendre part d'une ou deux consultations pour pouvoir justement lui expliquer, pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir aussi corriger quelque part ce manque d'estime de soi dans lequel il peut tomber, puisqu'il pense, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il n'est pas désirable, qu'il n'est pas, vous voyez, assez, son pouvoir de séduction aussi peut être ébranlé par rapport au vaginisme. Donc, quand je vois qu'il y a peut-être des tensions ou c'est quelque chose qui peut me freiner dans l'avancée avec ma patiente, oui, je convoque le compagnon, le mari, et systématiquement, ce que je fais aussi, c'est que dès le départ des consultations, je laisse ma porte ouverte au compagnon. Donc, dès le départ, la patiente, je dis, si votre conjoint, votre mari a besoin de poser des questions, la porte est toujours ouverte. À sa demande, je vais caser un entretien téléphonique, comme ça, il va pouvoir me poser toutes ces questions. Et je peux le convoquer si je sens que c'est impératif. Des fois, c'est impératif, hein. Oui. Moi, il m'est arrivé d'aimer écrire, par écrit, un email à monsieur, pour lui demander de faire partie un petit peu, d'être là. Tout à fait. De faire partie de la solution, si j'ose dire. Voilà. Ah, totalement, oui. Totalement. C'est impératif pour pouvoir avancer. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que, c'est un changement sociétal, notamment, qu'on voit tous, c'est que, dans les générations précédentes, la sexualité était quelque chose que vivaient la plupart des gens dans la mesure où les mariages avaient lieu tôt. On se mariait assez tôt. 20 ans, on était... Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, pour un tas de raisons, se marient bien plus tardivement, et ce qui augmente au moins le fait de ne pas savoir, pour certaines, qu'elles le sont, et elles le découvrent bien tardivement. Est-ce que cela rend la chose plus sévère? Le fait de ne pas avoir consommé plus tôt, parce qu'on se mariait, comme je viens de le dire, beaucoup plus tôt, on avait même des enfants beaucoup plus tôt. Donc le corps, si vous voulez, était au travail naturellement, le plus naturellement du monde. Il faisait ce pourquoi il était fait. Est-ce que le fait de ne rien faire finalement et de se marier bien plus tardivement, alors on parle, attention, on parle de plus de 30 ans, on parle de 40 ans, on parle de 42 ans, et donc on est resté de sa puberté jusqu'à 40 ans, voilà, je donne cette fourchette-là. Est-ce que ça peut rendre le vaginisme plus sévère et moins facile à soigner, ou cela n'a aucun impact? Alors, je dirais oui et non, en fait. Pourquoi? De ce que j'ai cité tout à l'heure, le fait qu'il y a des patientes plus jeunes qui vont venir consulter assez rapidement, au bout d'un mois de mariage, ce qu'on voyait pas avant, sincèrement, j'ai commencé à m'étonner assez rapidement, des patientes qui sont très jeunes, 22, 23 ans, 24 ans, des fois moins, ça dépend de l'âge du mariage, mais on laisse plus traîner. Le fait que ça soit tardivement, je ne pense pas que c'est ça qui joue. Par contre, ce qui va plus jouer, c'est le fait qu'aujourd'hui, la femme sort, travaille. Il y a les réseaux sociaux, il y a la télé. Donc, les femmes, on va dire, sont plus stimulées. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Donc, il réagit aux stimulations. Absolument. Donc, d'un côté, elles sont stimulées. D'accord? Alors, pas que par le fait qu'elles travaillent, mais le fait qu'elles soient plus émancipée ou plus active, donc le fait qu'elle fasse des rencontres, donc on a un corps, nous avons des hormones, donc ça bouge, il y a le désir, il y a des choses qui sont interrogées assez tôt, d'accord, on va dire psychiquement chez la femme, donc plus les réseaux sociaux, tout un tas de stimuli au quotidien qui va être confronté au fait de ne pas avoir une sexualité. Vous voyez, pour des raisons traditionnelles, pour des raisons religieuses, donc chacun est libre d'avoir ses croyances et sa pratique sexuelle.
Ça, le thérapeute, il va juste avoir une observation clinique, hein, donc on va pas dire aux gens il faut avoir des relations hors mariage ou pas mariage ou avant mariage. Donc ça, c'est juste une constatation du fait que le fait de ne pas pouvoir ou de se préserver, hein, parce que c'est vraiment le mot de ces patientes qui est totalement légitime, et d'être stimulé tout le temps va faire que la force, l'énergie qui est faite pour contenir finalement ces stimuli qui sont totalement humains, hein, qui sont totalement entre guillemets primaires, va faire que le vaginisme va déjà émerger assez tôt et surtout va se répandre, parce qu'il n'y en avait pas autant aussi hein, il y a quelques années. Là, on est en train de voir une explosion. Hein. Donc d'un côté, je suis stimulée naturellement, biologiquement parlant, mais je dois aussi dégager une force monstre pour pouvoir finalement ne pas aller à ces entre guillemets tentations. Bien sûr. D'accord. Donc effectivement, on voit plus de vaginisme parce que c'est un conflit. Voilà, c'est un conflit, tout simplement, qu'on observe en Europe. Il y a quelques décennies, hein, qui existait aussi en Europe. Hein. Donc c'est quelque chose qui bouge, tout simplement. Salwa Kebdani, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors voilà, n'hésitez pas, hein, à contacter Salwa Kebdani pour sortir de ce trouble, hein, le vaginisme, si vous en souffrez. À bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Apprendre à vivre sur RTV.